Il a fallu 2000 ans d'évolution de l'humanité pour passer de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook et sur l'esplanade Feuchères. Triste évolution des esprits et d'une minorité d'entre eux. Dans le Gard, il est 20 ans. Bonjour Nicolas Best. Bonjour Monsieur Samary. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre rendez-vous matinal du 7h50 sur Objectif Gard. Alors la première question que je souhaitais bien évidemment vous poser, puisqu'on est à quelques jours de la date qui a été imposée par les services de l'État sur l'instauration du pass sanitaire ou du pass vaccinal pour les salariés des hôpitaux. On en est où à l'heure actuelle ? Alors je vous remercie de me poser cette question qui me permet de faire un point d'actualité. Et vous m'excuserez de remonter jusqu'au mois d'août pour expliquer l'ensemble de la démarche et sa progression. Oui, je vous en prie. Donc nous avons effectivement, non pas les services de l'État, mais une loi votée par le Parlement de la République, validée par le Conseil constitutionnel, qui pose pour l'ensemble des personnels hospitaliers une obligation vaccinale pour protéger les autres et soi-même, à compter du 15 septembre, au moins pour la première dose, et 15 octobre pour la seconde dose. Il faut qu'ils aient démarré un parcours vaccinal, exactement, c'est ça ? au 15 septembre. À défaut, l'employeur doit, après avoir fait œuvre de pédagogie, réuni les salariés qui refusent de se faire vacciner au travers de la médecine du travail, procéder, effectivement, c'est ce qui est prévu dans la loi, à la suspension des salariés qui n'auraient pas souhaité se protéger et protéger les autres. Mais à ce stade, en date du 15 septembre. Ça représente un nombre extrêmement infime. C'est pour la raison pour laquelle je souhaiterais revenir sur l'interview, les temps d'exposition médiatique que vous avez offert très largement au mois d'août à une infime minorité extrême, violente et extrémiste qui a tenu des propos en total décalage par rapport à la réalité hospitalière du CHU. Et vous me permettrez de continuer pour les quelques minutes compensant cette demi-heure malencontreuse offerte sur vos réseaux. Nous avons donc, non pas, comme ce qui a été dit au mois d'août, mais un collectif très nombreux, mais à peine 6% des personnels hospitaliers du CHU qui, à ce stade, n'ont pas souhaité se faire vacciner. Ce nombre n'a rien à voir avec ce collectif nombreux. Ce vaccin, contrairement à ce qui a été dit sur vos antennes, est parfaitement validé puisque la phase 3 est terminée depuis longtemps et qu'on est en phase conditionnelle, c'est-à-dire en phase d'évaluation sur les 5 milliards de doses injectées. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, les personnels en réanimation admis pour Covid et admis pour Covid seuls sont tous des patients non vaccinés. Et bien évidemment, des patients sont malheureusement en réanimation, mais pour d'autres motifs que la pathologie Covid. Et comme 80% de la population est vaccinée, bien évidemment, cette majorité de population française vaccinée peut être aussi admise en réanimation, y compris au CHU de Nîmes pour d'autres pathologies. Donc, ce que vous expliquez, monsieur le directeur général, non mais c'est important quand même de préciser bien à nos lecteurs ce matin. Il y a confusion totale entre le motif d'admission et le statut vaccinal. Exactement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes vaccinées et qui sont aujourd'hui en réanimation parce qu'ils ont attrapé le Covid. Bien évidemment, c'est des personnes vaccinées qui sont en réanimation par, malheureusement, et pour cause d'une autre pathologie qui peut être l'issue d'une chirurgie lourde, un accident de la route, un trauma crânien par exemple. Autre information totalement erronée, c'est la volonté anticipatrice, scélérate, autoritaire de la direction du CHU d'anticiper les textes et de les mettre en écho. Nous avons effectivement fait œuvre avec la médecine du travail de pédagogie, nous avons expliqué les effets du vaccin, ses caractéristiques, et nous avons attendu jusqu'au 15 septembre avant d'envisager toutes les mesures pourtant prévues par la loi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons obtenu ce score tout à fait satisfaisant de 92% d'hospitaliers vaccinés, sans coercition, mais avec l'intervention de la médecine du travail qui a fait œuvre de pédagogie jusqu'au bout. Il n'y a pas donc eu d'harcèlement de nos hospitaliers pour se faire vacciner. Par contre, lorsque nous offrons des conditions de travail meilleures en construisant des bâtiments indispensables à la santé publique du Gard, comme les personnes âgées avec un bâtiment de gériatrie qui améliorera les conditions de travail, et que nos hospitaliers sont harcelés, agressés, insultés par une petite minorité d'antivax, manifestation organisée par un syndicat localement minoritaire
et que ceci se traduit par des violences en réunion, des menaces et des propos à caractère sexiste, homophobe, raciste, d'incitation à la haine. Voilà la situation dont on résulte à l'issue de cette campagne d'un mois de fausses informations, de calomnies. On vous sent en colère, monsieur Parce Best. qu'une petite minorité, y compris emmenée par quelques syndicalistes locaux, prennent ou tentent de prendre sous une forme de violence et de mensonges, non seulement la direction, mais les personnels médicaux, les cadres de santé, les hospitaliers en otage. Pourtant, comme vous Ceci l'expliquez n'est pas tout à l'heure, normal et il a fallu 2000 ans d'évolution de l'humanité pour passer de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook et sur l'esplanade Feuchère. Triste évolution des esprits et d'une minorité d'entre eux. comment on l'explique ça, monsieur Best? Parce que vous avez mis beaucoup de souplesse, vous venez de le rappeler, vous n'avez pas obligé, vous n'avez pas harcelé, vous avez été plutôt même, vous avez joué le jeu presque au-delà de ce qui était prévu par la loi, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Comment on explique qu'il y a encore ces récalcitrants? Comment on explique que ces personnes-là viennent à un poste d'une première pierre et peuvent insulter comme ça à la fois les élus, les journalistes, la direction de l'hôpital? Pourquoi ils sont dans cet état-là selon vous? Je pense que l'hôpital est dans la cité et qu'il n'est pas évidemment hermétique aux violences et aux maux de notre société, et que les esprits malheureusement dévoyés par l'usage, le mésusage d'un certain nombre d'outils numériques se chauffent à l'occasion d'oppositions qui sont plus politiques que sanitaires, et que ces mouvements de violence qui malheureusement sont prégnants dans beaucoup de structures hospitalières à l'occasion de l'application de la loi que nous évoquons à ce stade, ne font pas évidemment la part belle à l'intelligence collective, mais aux maux les plus exécrables de la vie en société. C'est dit, et c'était bien de le rappeler ce matin, parce qu'il faut quand même le dire qu'aujourd'hui, à l'hôpital, il y a des investissements, il y a des projets, il y a de la modernisation. Et moi, c'est ça que j'ai envie aussi de parler avec vous ce matin. Je voudrais rappeler ici que vous avez beaucoup investi ces derniers mois avec la pandémie, beaucoup de recrutement, vous avez mis les moyens, vous avez réorganisé les services. Et j'ai presque envie de vous demander, si demain cette pandémie s'estompe, c'est tout ce que tout le monde souhaite, on va faire quoi de toute cette organisation, de tout cet investissement? Vous allez le redistribuer dans d'autres services? Cette organisation, elle est au service de toutes les pathologies qui, d'un point de vue médical, chirurgical et sur l'ensemble des spécialités qui composent l'offre de soins du CHU, sont en manque de capacitaires. Et c'est encore une fois toute la contradiction de vouloir bloquer par irruption un chantier de reconstruction d'un immense bâtiment de la gériatrie moderne que de se porter en même temps défenseur du service public hospitalier et d'affirmer de manière éhontée la fermeture de lits là où on en crée, des fermetures et suppressions de postes là où on en crée. Lorsque on dit sur Objectif Gare que le CHU de Nîmes supprime des postes, j'en ai fait créer 800 avec la communauté médicale depuis mon arrivée. On a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises. Nous avons construit 400 lits et ce bâtiment qui a été bloqué quand même dans son chantier pendant toute une demi-journée, lui-même par des opposants qui prétendent qu'on ferme des lits, ce sont eux qui ferment des lits en bloquant les chantiers. Bien évidemment. Donc ce bâtiment de gériatrie est le premier majeur de l'urbanisation de Carême au Plateau, qui est une des composantes du site hospitalier. Ce bâtiment de 264 lits et places permettra d'avoir des prises en charge tout à fait modernes, puisque nous avons par exemple pour la gériatrie une unité de surveillance continue gériatrique qui permettra aux personnes âgées en défaillance fonctionnelle d'être maintenues en hospitalisation gériatrique, de même que les personnes âgées opérées sont hospitalisées dans une unité novatrice post-opératoire gériatrique. Avec une surveillance beaucoup plus accrue. Avec une surveillance accrue, intensive, liée à leur comorbidité. De même, nous avons lancé pour l'autre filière qui, indépendamment du Covid, est en défaut de capacitaire, qui est la filière post-urgence. Nous avons encore aujourd'hui des dizaines de patients qui attendent un lit aux urgences, ce qui n'est pas normal. Et donc, nous avons débuté le chantier de la surélévation d'un étage complet de Carême au Sud pour le transformer en filière post-urgence avec des lits de surveillance continue et de soins critiques, une unité post-urgence médicale et une unité d'évaluation de médecine polyvalente
pour l'ensemble des patients présents aux urgences et qui, tous les jours, sur un brancard, attendent un lit, et notamment les personnes âgées, mais pas que, sur des pathologies de médecine interne, de médecine polyvalente, sans parler des pathologies chirurgicales. Ces 2 travaux, le bâtiment gériatrie, maladies infectieuses et la surélévation de Carremo Sud, représentent à eux seuls la création de dizaines de lits supplémentaires, de plateaux techniques totalement rénovés, et un investissement de l'ordre de 70 millions d'euros, 50 millions pour le bâtiment de gériatrie et 20 millions pour la surélévation. Et des emplois aussi, et des parce emplois, que, bien évidemment. Puisque le capacitaire étant supérieur au nombre de lits actuels, bien évidemment, ce sont des emplois à la clé, à l'ouverture de ces bâtiments, d'où la contradiction de vouloir bloquer leur chantier lorsque l'on sait que ces bâtiments améliorent les conditions de prise en charge hôtelière, mais aussi le cadre de vie des agents hospitaliers qui vont y travailler. Sur C'est l'unité, donc, encore une fois, une volonté forte que la communauté médicale porte avec la direction de mener ces projets à leur terme. Le schéma urbanistique de Carremo que j'ai initié dès la fin de l'année 2018, ce n'est pas que cela, c'est aussi des extensions d'autres bâtiments de cancérologie. C'est ce que j'allais vous demander sur l'unité de cancérologie également. Exactement, il y a un véritable investissement là-dessus. Chroniques. Et nous attendons, comme vous le savez, de l'ARS des décisions relatives au cofinancement de ces opérations, décisions qui interviendront d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, contrairement à ce que je vois écrit de manière très fâcheuse sur vos réseaux, nous avons bien évidemment pensé aussi aux opérations qui améliorent les conditions de travail et de circulation sur le site de Carremo. Depuis ma venue, c'est la construction de 2 parkings aériens que j'ai initiés dès mon arrivée sans attendre quelque pression que ce soit. C'est des parkings dédiés au personnel nouveaux sur les 2 parties que constituent Carremo Plateau et Carremo Cancérologie. Et c'est dans le cadre du bâtiment de gériatrie, la construction en cours, à nouveau, de 250 places, cette fois-ci en parking souterrain, qui seront livrées en même temps que le bâtiment de gériatrie en 2023. C'est enfin, grâce à l'action de la direction et de Nîmes Métropole, l'avenue au pied de l'hôpital du trambus, qui dessert toutes les composantes de l'hôpital, le bâtiment de cancérologie, Carremo Nord, Carremo Sud, et l'Institut de formation qui vient d'ouvrir, là aussi, sans écho médiatique malheureusement, qui vient d'ouvrir dans des bâtiments avec des plateformes de simulation, des équipements totalement numériques. Pour la formation des infirmières, c'est ça ? Infirmières de bloc, infirmières anesthésistes, dont nous avons obtenu, grâce à l'appui de Mme Delga, l'obtention pédagogique dès la rentrée prochaine. Les formations d'aides-soignantes, toutes ces formations paramédicales sont désormais accueillies dans un bâtiment tout neuf qui a ouvert début septembre à la satisfaction des élèves, qui fait écho à la livraison en cours de l'extension de la faculté de médecine, juste en contrebas, tout à fait, qui constitue ces 2 opérations constituant le campus hospitalo-universitaire de Carremo. Et il y en a même un 3e, puisque nous avions Yvan Lachaud, le directeur de l'Institut d'Elzon, vendredi dans le 7h50 sur Objectif Gare, et qui nous expliquait avoir mis en place un cursus de formation pour des kinés en collaboration avec le CHU, et dans l'interview, louer bien évidemment ce partenariat avec le CHU et louer bien évidemment votre investissement sur le sujet pour l'avenir des kinés sur le territoire du Gard. L'aspect de formation est fondamental. Nous ouvrons aussi début septembre, ceci avec une grande réussite et en partenariat avec les élus, 2 antennes d'élèves infirmières qui complètent les élèves aides-soignantes, une au Vigan, une à Uzès, ceci par la volonté forte de mailler au plan de la formation paramédicale l'ensemble du territoire du Gard. Et en fait, là aussi, vient corroborer le fait qu'on investit dans l'avenir en termes de formation, de recrutement, de création de postes, de création de lits sur les filières évidemment les plus saturées et les plus en défaut de qualité de prise en charge. C'est donc bien un discours et une réalité totalement déphasée par rapport à ce qui est charrié de manière péjorative sur un certain nombre de réseaux sociaux et sur les vecteurs que vous animez. Et c'est la raison pour laquelle, sur toutes les facettes de cette rentrée, les faits démentent les allégations. Bien évidemment. Merci, Monsieur Best, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Je vous remercie et je vous remercie de m'avoir donné ces quelques minutes de réponse au contexte, encore une fois, plus ou moins délétère qui nous fait face. Merci à vous. Merci à vous.